Bien, on va commencer. Alors, merci d'être nombreux et je suis ravi d'accueillir ce soir Frédéric Jauvert, qui est un psychiatre d'obédience phénoménologique et qui est de surcroît philosophe, qui est ancien chef, ex-chef de service des urgences psychiatriques de Nice. Et tu t'es occupé, si je me souviens bien, d'une sorte de cellule médico-psychologique spécifique au suicide, c'est ça? Voilà, sur les urgences, il y avait une unité. Une unité, voilà, un peu spécialisée. Ouais. D'accord. Alors, sur le psychotrauma aussi. Avant de lui donner la parole, je vais un peu y aller du point de vue de la psychosomatique relationnelle sur la question du suicide. C'est vrai que aussitôt qu'on entend il s'est suicidé ou il a fait une tentative de suicide, on pense tout de suite, ce qui nous vient à l'esprit, c'est un peu ton titre, relation et suicide. C'est-à-dire on pense à qu'est-ce qui a débouché sur, ou quelle est la relation qui a amené cette personne, ou la situation relationnelle qui a amené cette personne à faire le suicide ou à faire une tentative de suicide. Alors est-ce que c'est une relation qui s'est passée au fond qu'avec lui-même, ou est-ce que c'est une relation qui est de lui avec les autres, c'est-à-dire avec le monde environnant, c'est-à-dire son travail, sa famille, les conditions d'un moment particulier. Enfin, beaucoup de facteurs peuvent être incriminés, le mode de vie, l'évolution de la société, des mœurs aujourd'hui. Bref, il existe des tas de causes suicidaires extérieures à l'individu que je ne vais pas citer, dont je suis sûr que vous avez une large idée autour de ça. Mais par ce biais, on peut déjà considérer qu'il y a un fait relationnel, de ce point de vue-là, en tout cas pour ce qui concerne ces causes suicidaires extérieures. Et ce fait relationnel est décisif, et parfois même, peu importe l'équipement psychique, et je pense aux facteurs surtout aujourd'hui socio-économiques, mais évidemment, ça reste insuffisant pour expliquer que face à ces facteurs, tout le monde ne succombe pas au suicide, bien entendu. D'où la deuxième évidence, à quel fonctionnement psychique s'adresse la situation suicidaire. Et est-ce que, pour ma part, est-ce que celle-ci est tributaire de situations relationnelles exclusivement, de situations relationnelles? Alors, je ne sais pas si ton propos, en dehors d'être phénoménologique, il va être aussi psychopathologique ou psychodynamique, mais c'est vrai que ton titre, Suicide et relations, il est très tentant pour la clinique du lien ici, qui, grâce à ton travail et à ce qui nous fait réfléchir à propos de ton titre, va nous permettre peut-être d'entrevoir et d'ouvrir, je dirais, la question du suicide sur le plan relationnel. La question, en fait, pour moi, c'est en quoi consiste le suicide sur le plan du déterminisme relationnel et d'une éventuelle pathologie relationnelle. Alors, je vous rappelle deux éléments par rapport à la psychosomatique relationnelle, donc que je vous renvoie souvent, qui considère une unité de base entre le fonctionnement psychique et la situation relationnelle. Et cette situation relationnelle, elle est de deux types. Soit elle est conflictuelle, soit elle est une relation d'impasse. La relation conflictuelle, c'est l'alternative simple, A ou B. A proposant effectivement de confronter un certain nombre d'événements, mais qui semblent conflictuels pour le sujet, B également sur un autre mode ou sur une autre type de solution. L'impasse, c'est ni A ni B, ni non A, ni non B, c'est-à-dire il n'y a pas d'issue. Donc, qu'est-ce qu'on peut maintenant entrevoir de la relation, à la fois dans le suicide réussi et dans la tentative de suicide? Alors, dans le suicide réussi, ça me fait penser d'ailleurs à une patiente qui m'a raconté il y a peut-être 7-8 mois qu'un jour, son père, qui n'avait rien de particulier, d'une certaine manière, qui était quelqu'un qui était assez absent quand même du point de vue de sa présence ou de sa fonction paternelle, mais on ne pouvait pas dire non plus que c'était catastrophique. Un jour, ce type, il a pris sa voiture, il a quitté sa famille, il est allé à Marseille, il s'est suicidé, il a réussi son suicide, personne n'a jamais rien compris, qu'est-ce qui s'était passé, et en même temps, il n'a laissé aucun message. En particulier, ça arrive, je pense, ça arrive souvent.
qu'est-ce qu'on peut entrevoir comme relation précisément dans le suicide réussi? Rien, excepté qu'on peut reconnaître un dernier recours relationnel, celui de ne laisser justement aucun message, sauf celui de nous renvoyer à notre propre imagination qui nous entraîne à projeter notre propre mort. Donc, dans ce cadre-là, on va considérer que la non-relation est une relation. Ici, le message, c'est qu'il n'y a pas de message. Le message exprime un vide relationnel. Ça veut dire que tout est absence, au sens même du vivant et de la relation. C'est tout à fait autre chose pour la tentative de suicide. Le message souvent existe manifestement, où il est une relation qui nous entraîne à vouloir décoder en grande partie, la plupart du temps, ce qui est refoulé par le sujet, et où, à un certain moment, certainement, les conflits ont épuisé le sujet et trouvent cela comme une solution. On appelle ça une appel d'aide, une espèce de demande comme ça, très inconsciente, et ainsi de suite. Il s'agit de repérer, en ce qui nous concerne, ces notions d'impasse relationnelle absolue dans les suicides réussis et celle des situations relationnelles conflictuelles dans les tentatives de suicide. Pour la psychosomatique relationnelle, dans l'une, c'est-à-dire dans le suicide réussi, la perception de la vie est dissociée de la projection, pour faire un lien avec ce que j'ai travaillé précédemment, et donc là, on reste fixé à un vide. Dans l'autre, il y a plutôt une confusion entre perception et projection. Le relationnel, ou du moins l'épistémologie relationnelle, en se situant du côté de l'impasse relationnelle, considère le suicide comme le corollaire d'une impasse de la pensée. C'est quand la vie devient la mort au sens de la réalité, c'est-à-dire le mort-vivant, dont le passage à l'acte deviendrait l'équivalent d'une projection de la vie dans la mort. Par ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'il existe des suicides sans souffrance mentale? Ce qui sous-entend sans maladie mentale, à la limite sans facteur extérieur. Exemple, les attitudes de certains hommes dans l'histoire qui ont rationalisé leur suicide pour protester contre la condition humaine ou son inhumanité. Je pense à Stefan Zweig, par exemple, qui s'est suicidé parce que dégoûté de l'humanité. Alors, est-ce qu'on peut dire que cela échappe à la relation d'impasse, quoi qu'il en coûte, ou bien est-ce qu'il y a là la même rationalité qui permet de se débarrasser du problème en mettant fin à l'impasse? Alors, en tout cas, si on admet qu'il y a des raisons authentiquement rationnelles, y compris celle de l'euthanasie, très actuelle comme discussion, pour la psychosomatique relationnelle, il y a toujours une impasse. Alors, vous me direz laquelle? Si on prend dans le sens de l'existence, la vie elle-même est une impasse. On vient du néant, on va vers le néant. La conduite suicidaire est donc un acte complexe et ambigu. Il se situe entre le meurtre achevé de soi, son propre anéantissement, et les infinies nuances qui caractérisent la tentative de suicide. Ainsi, quand on introduit la notion d'impasse et la notion relationnelle, on sort du schéma habituel de la psychopathologie, de l'agressivité en tant qu'auto- et hétéro-agressivité, où la pulsion de mort de Freud est pour lui un héritage naturel, constitutif et nécessaire à la survie. Là, vous savez que c'est au-delà du principe en 1920 qu'il va conceptualiser cette pulsion de mort. Pourquoi? Parce que pour Freud, au fond, c'est toujours ce besoin de ne pas bouger, c'est-à-dire d'éviter de confronter les choses ou de se battre. C'est-à-dire, c'est toujours une manière de rester dans la même situation ou d'y revenir. C'est toute cette théorie sur la pulsion sexuelle, et effectivement, on revient au degré zéro. C'est-à-dire, je suis excité, j'ai une tension sexuelle importante, j'ai un orgasme, hop, je reviens au point de départ, zéro. J'ai faim, j'ai des contractions stomacales, je suis tendu, je mange, hop, je reviens au degré zéro. Donc tout est comme ça chez Freud, et notamment par rapport à ce qu'il avait développé autour de ses pulsions partielles, et puis par la suite, quand il a conceptualisé ces deux choses, la pulsion de vie et la pulsion de mort, bien sûr, qu'il a considéré comme intriquées, et en considérant que c'était nécessaire pour l'autoconservation de l'individu. Alors en effet,
On peut considérer qu'il y a une sorte d'agressivité dans l'acte sexuel, c'est-à-dire effectivement posséder l'objet absolument utile pour accomplir l'acte sexuel et ainsi promouvoir la vie, etc. Mais il me semble qu'aujourd'hui, on ne peut plus, face à la clinique contemporaine, face à la représentation de la mort dans nos sociétés, dont on sait qu'elle se banalise de plus en plus, réduire complètement le suicide à une pulsion autodestructrice ou même à l'étroite dépendance qu'il y a entre l'auto-agressivité et l'hétéro-agressivité, puisque souvent on considère que le suicide et l'homicide établissent des liens et parfois se succèdent. De ce point de vue, les questions qui se poseraient aujourd'hui, en tout cas pour la psychosomatique relationnelle, attrait plutôt à la constitution d'une impasse relationnelle, mais qui a ceci de particulier en ce moment, c'est qu'elle concerne aussi bien l'individu que le collectif. Et là, je vous renvoie à mon travail que j'ai fait sur le Covid, où j'ai largement développé effectivement cette espèce de similarité qu'il y avait entre le fonctionnement aujourd'hui collectif et le fonctionnement individuel. Voilà, je voulais dire ça comme introduction. On va voir si on peut retrouver quelques éléments autour de cette dimension relationnelle à propos du suicide. Je te laisse donc la parole, cher Frédéric, et on t'écoute attentivement. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous parler un petit peu en tant qu'urgentiste et ayant eu affaire effectivement à beaucoup de crises suicidaires. En prenant l'exemple de Nice, sur le CHU, vous avez 200 personnes par mois qui font une tentative de suicide. Donc ça fait quand même un tiers des urgences psy. Alors ça varie, mais c'est quand même un chiffre qui est important. Et ça a été le cas dans toutes les urgences de France. Ce qui nous a aidés, c'est que dans les années 70, et on connaît un peu ceux qui ont créé ça, il y a eu cette association qui s'est montée parmi les psychiatres et de toutes les obédiences qui s'appelle le GEPS, qui est le groupement d'études pour le suicide. Et ce groupement d'études pour le suicide, Mauron c'était notre patron à Toulouse, était un des précurseurs, on va dire. Et puis peu à peu se sont rajoutés tout plein de personnes et c'est devenu cette association qui à la fois, bien sûr, est française et puis en même temps, elle est avec beaucoup d'échanges avec les Canadiens. Parce qu'il faut savoir que les Canadiens ont à un moment pris la décision de dire mais on a quand même beaucoup de suicides et on veut savoir les choses. Et ils ont mené des travaux de recherche, on va dire, presque anatomiques. C'est-à-dire ils ont commencé à faire des autopsies psychologiques en quantité sur des milliers de gens pour essayer de sortir quels facteurs les plus fréquents on allait trouver chez les personnes qui se suicidaient. Donc là, ça s'adresse vraiment aux personnes qui se suicident. Les facteurs de tentative de suicide sont différents. On retrouve quelque chose. Donc, ils ont tiré, après tout ce travail qui perdure encore, d'autopsie psychologique, des facteurs qu'on retrouve. Et finalement, ça a mené peu à peu à ce que se concrétisent des formations qui sont maintenant, on va dire, mondiales. Essentiellement, c'est vrai, canadienne, française, et puis on a commencé à tous travailler ensemble. Ça, comme ça a dépassé pas mal le cadre de ces pays. Et se sont mis en place des attitudes, parce que toutes les urgences avaient le même vécu, de presque un destin d'être là et d'assister à toutes ces personnes qui se suicidaient, et finalement quelque chose qu'on ne sait pas et dont on parle peu quand on dit le chiffre. On est dans les années 70, et puis va se créer, tout un réseau, tout un travail. Et la grande question, c'est bien sûr les personnes qui arrivent et qui font une tentative de suicide, et qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Comment on va essayer de les sortir de cette affaire-là? Et on peut à peu émerger l'idée que de toute façon,
le plus important dans la clinique du patient suicidaire, c'était la rencontre avec lui. Et l'idée, ça a été, dans tous les pays du monde, de commencer à mettre en place des systèmes de rappel, de manière à que lorsque quelqu'un sortait d'un hôpital, d'un autre endroit, d'une clinique, etc., il ait un possible rendez-vous, il ait une possibilité de téléphoner, et on a assisté comme ça à des projets de recherche qui se sont mis en place, en France en particulier avec les Lillois, puis qui nous ont colonisés pour qu'on les expérimente, ces projets de recherche. Et les Australiens ont commencé à faire des cartes postales qu'ils envoyaient aux patients qui étaient sortis des urgences, qui avaient fait une tentative de suicide, en leur disant « Ben voilà, on vous avait donné rendez-vous mardi, vous n'êtes pas venu, ben on vous attend. » Alors ils font des études un peu bêtes comme chou, comme on fait, hein, avec carte postale, sans carte postale. Puis avec les cartes postales, ben, finalement, ils vont commencer à sauver les personnes. Les Anglais vont s'y mettre, effectivement. Et puis, eux vont dire, mais bon, la carte postale, c'est pas mal, mais nous, on va faire une lettre. Parce qu'il faut que ça soit personnalisé. Il semble que finalement, le contact, c'est quelque chose qui va avoir encore plus de valeur. Et ils ont de meilleurs résultats. Et puis, il y a ce patron de San Francisco qui est Jérôme Motto, hein, qui a un nom connu dans tous ces travaux de recherche, qui finalement, lui, il va dire, mais on va faire plus, on va aussi, en même temps qu'on envoie une lettre, envoyer une enveloppe avec un papier avec lequel le patient peut nous répondre, surtout s'il ne vient pas. Et cette affaire, je radote un peu dessus, tous les collègues qui me connaissent dans le suicide, sur ce Jérôme Motto, c'est que ça vient d'une expérience personnelle. Il a, comme souvent, lorsqu'on travaille avec des patients psychiatriques, ben, il y en a qu'on connaît depuis des années. Et puis, il apprend effectivement qu'un des plus vieux patients, qu'il connaît tout le temps, hein, eh bien, a sauté du pont de San Francisco, là-bas, et puis il va aller faire la visite à domicile. Et quand il fait la visite à domicile, il y a une lettre qu'a posée le patient sur la table, et il y a marqué « Ce soir, j'en peux plus. Si jamais je rencontre quelqu'un en allant au pont, je ne le ferai pas. » Et pour lui, il dit « Mais la seule chose qui compte, de toute façon, ça va être la rencontre. » Donc c'est comme ça que se sont multipliées toutes les astuces, de manière à ce que de nouveau, on puisse rencontrer les patients, les amener, leur laisser la porte ouverte, etc. Vous voyez ? Et c'est ça, au fond, qui a été à la base d'un jour de cette rencontre qui se fait avec le GEPS. On est dans les années 90, hein, et un petit peu avant aussi, où il rencontre un philosophe qui s'appelle Michel Cornu. Et puis... il leur parle du suicide, font une espèce de colloque avec lui. Et puis il va insister, et ça sera un peu mon propos après, sur cette histoire de la sollicitude. La sollicitude, en allemand, la Fürsorge, c'est prendre soin, être vraiment là, près de l'autre. Et il dit, mais il faut être attentif parce qu'il y a deux sortes de sollicitude. Il y a une sollicitude qui est substitutive, où des fois on se met à la place de l'autre, et puis c'est ce qu'on fait finalement sur les urgences, lorsque on a certains critères, on est en demeure légalement d'appeler la famille, etc. Et là, on va décider de placement sous contrainte. Mais bien sûr, il y a aussi une sollicitude qui est importante lorsqu'on n'est pas dans ces cas extrêmes, parce que ça reste des cas extrêmes par rapport finalement au nombre dont je vous ai parlé, qui font des tentatives de suicide et qui vont rapidement rentrer chez eux après évaluation, mais avec un fil à la patte, si vous voulez. C'est la sollicitude devançante, c'est-à-dire comment aller au-devant de l'autre, en étant presque avec cette attitude, vous voyez... d'être courbé vers l'autre, à entendre, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et ça, c'est vrai que ça marche. Si on arrive à le négocier,
Lorsque la pathologie est peut-être trop importante, ça va être compliqué, mais cette disponibilité d'un contact humain, une espèce de consolation, hein, une personne qui va être rassurée, un message d'espoir. Et Heidegger, quand il avait pensé la sollicitude, il avait rencontré un psychiatre phénoménologue, et à la fin de sa vie, ils vont parler souvent, ils vont faire même ce monsieur qui s'appelle Medarbos va reprendre le discours un petit peu de Heidegger et va beaucoup insister aussi sur cette notion de sollicitude. Donc peu à peu, ce qu'on s'est dit, c'est peut-être il faut inventer des choses de manière à avoir ce fil à la patte. Et c'est ce que je mettais dans le titre un peu de ce propos aujourd'hui, que finalement on voit apparaître des choses pour lesquelles il a fallu des années, comme le 3114, cette espèce de numéro que quiconque peut appeler, si vous voulez, lorsqu'il est en état de crise suicidaire. Et puis en même temps, ces centres vigilance. Les centres vigilance, c'est des centres qui sont comme ça dans les régions actuellement et qui sont en construction. Et j'espère que mes collègues vont pouvoir le monter un jour dans le département, parce que vraiment tout le travail, ça a été ça, où à la suite des études qu'ont menées les Lillois, où ils ont tout associé. On a vu la lettre, etc., où ils ont fait le téléphone, les SMS et tout ça, et ça marchait encore mieux. Et en même temps, ils ont monté à un moment un centre sur la région lilloise où il y avait des personnes qui étaient comme ça, un peu de garde, on va dire, pour toute la région, pour tous les patients suicidaires, que ce soit psychologues, infirmiers, médecins, peu importe. Et chaque fois que quelqu'un, effectivement, sortait des urgences après avoir fait une tentative de suicide, un possible rendez-vous, etc., il y avait des contacts qui étaient presque obligatoires avec le centre vigilance à tant de mois, tant d'années après, etc. Puis ils ont fait un bilan un peu de tout ça. Et ils se sont aperçus que c'était pas rien, parce que avec les centres vigilance et le recontact, ils sauvaient quand même 13% des personnes qui allaient se suicider, quoi. Donc ils se sont dit, mais ça marche. Et ça marche parce qu'il y a ce contact. Vous voyez. Et donc, peu à peu, se sont construits ces centres vigilance, et ça représente toute la partie, on va dire, active de la prise en charge du suicide. Là où mon propos essaie d'amener une réflexion sur, et je ne suis pas le seul, hein, j'avais travaillé avec Françoise Dastur, qui était on va dire la papesse de la phénoménologie à la Sorbonne. Elle nous a enseigné pour faire les DU. Je pense aussi à Grégory Jean, qui est philosophe sur la faculté de Nice et qui est venu avec moi faire cette communication. Il a fait sur le même thème, mais d'une autre façon, de manière à essayer de saisir un petit peu ce qui est à l'œuvre dans cette rencontre avec le patient en général, et puis d'autant plus avec le patient suicidaire. Et qui a amené, si vous voulez, tout ce qui est en train de se passer actuellement, c'est-à-dire de dire, mais c'est bien beau tout ce qu'on a mécanisé. Là, je vous ai parlé des choses poussées au niveau scientifique, les centres vigilance, etc. Et puis peu à peu, c'est posé une construction de dire, mais en même temps, on voit bien que peut-être il y aurait d'autres choses à faire. C'est que l'avenir, et c'est ce qui est en train d'être essayé de monter par le ministère où je travaille aussi encore pour les formations pour la crise suicidaire, c'est de se dire, mais les Canadiens nous ont devancés parce que c'est pas forcément venu chez eux du monde médical et du monde psychologique, c'est venu souvent de la base, des gens qui se sont organisés parce qu'ils avaient été confrontés au suicide, et de dire, mais puisqu'on connaît cette chose-là, puisqu'on l'a expérimenté, eh bien on va essayer de monter des espèces d'organismes, d'associations qui vont être comme ça à la disposition des gens. Et je pense toujours à ce patient qui arrive au centre d'accueil psychiatrique
il est accompagné par un garde forestier et le garde forestier me dit, je l'ai trouvé là, il était dans sa voiture, il avait commencé à tout boucher, il avait le pot d'échappement, il avait le gaz, etc. Il allait crever. Je suis allé à la portière, j'ai appris après qu'il n'avait plus de travail, qu'il était à la rue, dormait dans sa bagnole. Il tape à la porte, il dit, toi tu sais, tu vas venir avec moi, parce que moi je suis passé aux urgences, ils m'ont sauvé. Alors tu viens. Et c'est un peu ce fonctionnement, cette personne qui le faisait d'elle-même, qui en ce moment va être quelque chose qui est tout à fait organisé, c'est-à-dire des sentinelles, des personnes qui sont passées par là, et parce qu'elles sont passées par là, eh bien, elles sont capables de comprendre ce qui s'est passé. Et l'idée actuelle, c'est de former dans tous les corps de métier, et Dieu sait qu'il y a des populations plus menacées que d'autres, hein, je pense bien sûr les hôpitaux, le monde social, les policiers, enfin on sait qu'il y a des domaines comme ça où il y a beaucoup de suicides, de manière à ce que, au lieu d'attendre effectivement d'arriver un jour aux urgences après en avoir vraiment bavé, que sur place, il y ait des personnes qui soient formées au suicide, qui sont formées avec une formation particulière qui s'appelle la formation Sentinelle, et qui vont avoir cette disponibilité d'esprit, d'âme, pour venir en aide à l'autre, parce qu'ils sont passés par là. Et donc c'est ce qu'on effectue en ce moment, d'essayer de former peu à peu les sentinelles, hein, toutes en même temps, et sont distribuées toutes ces nouvelles formations. Il faut vous dire qu'au départ, c'était un patron de Lyon dans les années 2000 qui avait mis en place ces formations, le professeur Terra. Et puis peu à peu, c'est nos collègues lillois qui ont mis en place de nouvelles formations, en sachant que, je dirais, il y a presque une papesse dans le monde de la prise en charge du suicide, qui est une psychologue qui s'appelle Monique Seguin, et qui a effectué tout ce travail-là, si vous voulez, assez important à partir des autopsies psychologiques, et puis aussi avec tous les instituts de recherche que peu à peu elle a créés. Et donc, cette communication plus phénoménologique, hein, même si elle reste bien sûr clinique, c'était d'évoquer qu'est-ce que ça pouvait être, comment on pouvait essayer de comprendre cette affaire de la sentinelle, et je les ai appelés les sentinelles d'existence. Je n'ai pas choisi le mot comme ça, parce que c'est sûr que c'est un mot dont il est difficile de parler. C'est un concept qui n'est pas aisé pour le penser, hein, et dès qu'on essaie de le penser, comme bien souvent, on va l'abolir. C'est très difficile de le raconter comme ça, comme un objet. Hein. C'est quelque chose qui à la fois s'affirme et se dérobe. Et ça renvoie un peu à toute on va dire, l'évolution de la phénoménologie française, hein, parce que finalement, elle est imprégnée en ce moment de toute une phénoménologie de l'événement. Comme l'événement, eh bien, saisir l'existence, c'est très compliqué. C'est ce qu'on a à résoudre, hein, lorsque tout d'un coup, cette existence, eh bien, elle s'arrête dans sa course et elle va nous poser à l'impossible dans des moments critiques, en tant que patient, en tant que médecin, en tant que philosophe, psychologue, et tout ça pour tout le monde dans une identité de situation, mais aussi une communauté de combat. Et là, je pense à beaucoup d'écrits, hein, d'échanges qu'avait eu dans un livre qui s'appelle Nom propre, entre Martin Buber et Emmanuel Lévinas. C'est-à-dire comment, malgré les différences, eh ben, il faut arriver à se mettre d'accord sur des choses. D'où cette idée, hein, de vous interpeller sur cette clinique de l'inquiétude qui renvoie au souci de l'autre, mais qui renvoie aussi au souci de soi. Problème majeur, finalement, que Kierkegaard va appréhender, que Lévinas, effectivement, par la disposition, hein, à prendre compte de l'altérité, Merleau-Ponty de la chair, Michel-Henry de la vie, et puis aussi un qui est moins connu parce que plus
peut-être polémique parfois, mais qui a vraiment essayé de centrer cette idée de l'événement, c'est Henri Maldinet. Exister, c'est avoir à saisir sa propre possibilité d'être. Et celle-ci, nous disait Maldinet, elle est sans limite, c'est-à-dire qu'elle est à l'impossible. C'est ça qui, d'ailleurs, nous ravit, et en même temps, c'est notre malheur. C'est avoir à devenir soi-même, dans l'ambiguïté que recouvre le terme « exister ». Alors, si on le décompose, même si cette décomposition est toujours artificielle, existere, c'est-à-dire être soi-même tout en pouvant avoir la possibilité de se situer, sistere, hors de soi, existere. D'où le fameux travail que va faire Paul Ricoeur sur soi-même comme un autre. Ni exclusivement soi-même, ni tout à fait un autre. La clinique de l'inquiétude, elle s'enracine dans ce moment qui est à surprendre. Et elle est à surprendre par le clinicien. Elle est à surprendre par le patient. Est-ce que j'existe ? Parfois, cette question ne se pose plus. Elle signe la pathologie d'une existence qui est caractérisée par l'absence de crise. Pourtant, actuellement, quand on parle du suicide, on parle de la crise suicidaire. Mais c'est vrai que c'est une crise qui, bien souvent, en porte le nom, et dans certaines pathologies, ça va être très compliqué. Une existence qui tourne en rond, qui est fermée sur elle-même, sans pouvoir s'ouvrir à autre chose, et qui, finalement, est le constat d'une vie où il n'y a plus de nouvelle expérience qui peut être menée à son terme et provoquer une transformation de notre être. Quand je pensais à ces patients, je pensais bien sûr au vécu schizophrénique, qui nous dit « je suis là ». Et pourtant, je n'y suis pas. Je ne suis, pour le traduire en phénoménologue, je ne suis le là d'aucune ouverture au monde et à l'autre. Et c'est vraiment cette douleur que ressent le patient, un constat qu'il nous faut surprendre, parce que même s'il ne peut pas le faire, on peut l'aider et l'amener à l'entrevoir. Et pourtant, malgré cet échec que je souligne, c'est quand même un appel à exister. Et c'est pour ça que le suicide, aussi, c'est un appel à exister, même si ça peut mal se terminer. Il y a une identité, bien sûr, entre le suicide et puis le psychotraumatisme. Le souci de l'autre participe de ce paradoxe pour ne pas le laisser dans cette solitude. Et c'est ça qui est important. Clinique suicidaire, tout ce que je vous ai évoqué au début, de se dire, mais on y peut quelque chose en tant que soignant, en tant qu'autre, par rapport à cette personne qui est dans cette expérience très particulière. Et bien sûr, je ne sais pas quand je parle de la relation si ça peut recouvrir les concepts qu'utilise Daniel, mais on sait comment, au départ, d'après toutes ces observations, en début de la crise suicidaire, la personne en a peur. Elle va éviter les endroits qui sont dangereux. Elle ne va pas aller forcément sur le balcon, elle va fermer les fenêtres, planquer les couteaux. Et par contre, à la fin, elle va s'essayer, comme tous ces patients qui vont escalader le pont, repasser sur le pont, rentrer chez eux, réfléchir, mettre le pistolet dans sa bouche, etc. Toutes sortes d'expériences extrêmement morbides, mais qui racontent aussi comment il y a cette familiarisation qui essaie de se faire, mais qui n'est pas du tout évidente. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas se méprendre. La crise, au fond, ce n'est pas quelque chose qui est pathologique. Il faut plutôt penser que l'homme n'existe qu'à partir de l'expérience critique. Il nous faut, nous les psys, considérer la clinique comme l'expression de la fermeture à une existence qui tente de s'affirmer, qui n'y parvient pas, et qui finalement va briller par son absence. Ce que nous nommons crise, qu'elle soit suicidaire, psychotique, psychotraumatique, psychosociale, sont justement les traductions d'un échec à s'ouvrir.
à s'ouvrir à un temps, à s'ouvrir à un autre monde, à un autre. D'ordinaire, l'existence, on n'y prend pas garde. Elle s'écoule d'elle-même, sans que nous faisions vraiment notre questionnement tous les jours, dans un peu quelque chose que Lévinas, dans le premier Lévinas, appelait l'Ilia de la philosophie. Le monde est là, si on est dedans. On y baigne. La crise, elle vient nous rappeler l'existence, dans son échec à se dérouler, à se transformer. Et chaque initié va dire, mais quand est-ce que cela a commencé ? C'est à partir de ce moment-là, dit l'autre en situation de patient. Quelle que soit la crise d'ailleurs. On le retrouve dans le suicide, on le retrouve dans le psychotrauma. Ça va prendre du temps tout ça. On va y arriver. Au décours d'un événement qui par essence est imprévisible, hors d'atteinte, et qui amène un bouleversement de l'existence. Ce qu'on pourrait résumer par la médecine de catastrophe, qui connaît bien ces changements radicaux dans la tournure pathique de la perception du monde et du soi, les deux ensemble. De ce que l'on retrouve dans le strophein de la catastrophe, c'est-à-dire la tournure, l'ambiance. Comme dans la crise suicidaire, comme dans la crise psychotraumatique, on est saisi par la permanence du moi, outrancière, parce qu'il faut exister pour quelque chose. Ici, le moi n'existe que par lui-même. Je suis ce que j'étais et ce que je serai. Pas le moindre interstice pour l'étonnement qui vient d'ordinaire briser la familiarité avec le monde et nous enjoint à être comme dans toute rencontre avec l'événement mondain ou humain, dans une confrontation avec l'altérité radicale dans la rencontre. Je pense là à la petite phrase du patient suicidaire de Jérôme Moutot. Et c'est le paradoxe de la pensée kierkegaardienne. Nous n'existons qu'à partir du moment où nous sommes condamnés à devenir autres, c'est-à-dire presque, comme le disait de façon outrancière Maldiné, de s'anéantir à dessein d'exister. Le patient suicidaire, lui, il veut le mettre en acte, se tuer pour exister, être autrement faute de mieux. Alors, la sollicitude pour prendre soin de l'autre, qu'elle soit substitutive, on en perçoit rapidement les limites, et devançante, un mixte pour injecter de l'altérité. L'existant, l'être, ne peut s'ouvrir qu'à l'altérité. En assumant l'existence, le sujet se pose. Il se fait hypostase, comme dit Lévinas. Il rompt tout attachement à l'anonymat, à l'impersonnalité de l'être. Mais cette venue à soi en forme de contrat irrésiliable avec l'existé, cette appropriation de l'existence, elle se paie d'une rançon, l'enchaînement à soi. Comme le nomme Lévinas dans De l'existence à l'existant, l'impossibilité pour le moi de ne pas être soi marque le tragique foncier du moi, le fait qu'il est rivé à son être. C'est ce dont parle le vécu du patient suicidaire. Une présence à soi de l'être cloué à soi. Tout d'un coup, dans cet instant-là, la découverte de l'inamovibilité de l'existence seule peut la rompre. L'altérité absolue de l'autre instant, pour citer Lévinas, la dialectique du temps et la dialectique même de la relation avec autrui. Une souffrance d'être enchaîné. Apparition de la souffrance et invitation à l'évasion, qui est une invitation à sortir de soi-même. Et je pense beaucoup à ces suicides de schizophrènes qui sautent par la fenêtre. Ouais. C'est souvent que la défenestration est fréquente chez eux. Se mettre en relation avec ce qui ne vient pas de lui. La mort comme mystère. Et en même temps vécu intense de cette nécessité elle-même, comme impossibilité de se fuir, et là qui peut être commune à tous dans le vécu suicidaire. Mais ici, pas de rencontre avec la mort comme mystère qui annonce un événement qui ne peut être construit, dont le sujet ne peut être le maître, un événement par rapport auquel le sujet n'est plus le sujet, d'où la proximité avec le psychotrauma.
Donc au fond, pour le suicide, soyez les praticiens de l'inattendu avec cette rencontre. Elle ne peut se contenter des objectivations toutes faites du monde du patient versus de celle du monde du soignant. Et je pense aux gardes forestiers. Comment, lorsque les choses sont graves, et on hospitalise très peu de patients suicidaires, vous voyez, on hospitalise 10%. Et l'idée, c'est de les revoir. Comment on va réussir à faire revenir la personne? C'est dans le contact. C'est dans la rencontre avec lui que ça va se jouer. La rencontre, elle participe de cet étonnement. Auparavant, vous n'existiez pas. Mais à partir de cet instant, vous qui étiez étranger à la vie du patient, vous faites corps avec lui dans une présence commune, recherchée, mais en même temps qui restera inaccessible. Une rencontre qui est un événement à la fois par le sentiment de plénitude qui peut submerger, mais aussi qui creuse un vide à partir duquel nous pouvons exister. Et c'est ça un peu, on va dire, tout ce qui est poussé dans sa forme avec exigence, moi je dirais, par le travail de Monique Seguin dans toutes ses formations qu'elle a essaimées sur toute la Terre pratiquement. Le moyen de sortir le patient de l'événement du suicide, mort qu'il veut lui-même mettre en acte dans sa répétition, alors que la réalité résiste à toute anticipation et à toute répétition, le réel, une fois de plus, est ce qu'on n'attend pas, ou ne prédit pas, ce qui suppose un accueil radicalement différent dans quelque chose que les phénoménologues avaient, on va dire les premiers phénoménologues contemporains de Binswanger, avaient nommé le sentir, qui va être pris aussi et travaillé dans d'autres modes par la philosophie, qui est l'expérience de s'ouvrir au monde, mais aussi de prendre acte ou de renouer avec cette ouverture du monde, parce que le monde du suicidaire est un monde clos. Je veux dire, pour avoir fréquenté des patients qui sont vraiment proches de l'acte, une personne peut vous parler de son pistolet pendant des heures si vous le laissez faire. Ça n'est plus que ça, c'est réduit à cela. Et l'existence est bien loin. Cette existence, nous pouvons la penser sans l'abolir, et la voie que nous indique Kierkegaard, dont je vous invite à vous inspirer, n'est pas celle de poser uniquement des problèmes auxquels vont répondre des solutions. On connaît tout ça, c'est notre quotidien de clinicien qui, quelque part, nous enferme. Mais ce qu'il nous demandait, finalement, c'était, à sa façon, être un problème, exister en tant qu'homme paradoxal. Et Dieu sait qu'on en connaît des cliniciens comme ça. Alors bien sûr, ça suppose une gymnastique de l'esprit, de se soucier de soi et de l'autre, mais c'est une question liée dans un devenir constant, passionné de pensée passionnée, et qui procède d'une tension perpétuelle, ni pure pensée, ni pure existence, ni pure transcendance, ni pure immanence. On peut rapidement apercevoir la fragilité d'une telle pensée qui nous amène à serrer les cas, les ressentis face aux cas. Autant de difficultés que mes collègues, comme je vous disais, ont réussi à décrypter, élaborer. Les chercheurs cognitifs ont fait ce travail-là. Comment ne pas avoir la tentation de s'en détourner? La pensée de l'existence est une jointure toujours fragile, la pensée comme prise dans le mouvement de l'existence réelle, avec une manière de s'exprimer qui résulte d'une passion à ne pas cesser de la penser, comme ce qui s'échappe sans espoir d'unité. C'est de cette solitude inhumaine, pour reprendre l'expression de Nicolas de Staël, lui qui s'est suicidé là, près sur le bord d'Antibes. Quelque chose dont, comme il disait, il nous faut venir à bout. Je reprends vraiment ces paroles. En mesurant l'entière dimension de cette impossibilité lorsqu'elle se présente, est contraint. Nous ne parlerons pas là de soi, de moi, de sujet, et contraint l'existence surtout à trouver une issue, un autre monde, un autre temps. C'est ce qu'il essaie de faire quand il se jette de sa terrasse d'Antibes. Une solitude existentielle qu'il nous faut rompre et qui enferme l'existant dans le champ enclos d'une crise qui n'en porte plus que le nom en raison de son caractère résolu et ultime,
les symptômes, ce qu'on appelle la crise suicidaire ici, ne sont que des tentatives pour quoi faire? Pour passer à autre chose. C'est même de cette profondeur commune à tous de l'existence dont il s'agit ici. Il nous faut toujours passer à autre chose. Le délire, les hallucinations, les reviviscences, la défenestration n'en sont que des avatars. Chez toutes les personnes, quelle que soit, on va dire, la structure, effectivement, des choses qui ressemblent à des hallucinations juste avant le suicide. Au fond, on ne se suicide que pour exister le monde différemment. C'est notre lot à soi, à l'autre, d'où émerge notre souci commun d'une existence qui est en peine de se découvrir. Comme disait Henri Maldinet, deviens ce que tu es, mais tu n'es qu'à le devenir. L'existence se soucie de soi dans un devenir constant. C'est ça qui est difficile. Passionner de pensée passionnée, celle qui nous permet d'échapper à la raison devenue folle qui ne parle que d'elle-même. Il en va ainsi de ces extrêmes que constituent les voies signant l'arrêt du temps. Le sentiment de contradiction que révèle l'existence dans sa dimension du devenir permet de dépasser la crise. Si la raison envahit l'existence, elle l'abolit. Elle ne la pense donc pas. Mais en même temps, celui qui pense existe, mais d'une pensée dont il se garde sans cesse de la passer au crible du sentiment. Au fond, la pensée de l'existence est intrinsèquement constituée par cette tension. La pure existence n'existe pas et désigne un lien, un rapport entre l'inachèvement et le tiraillement. On peut penser qu'en dernier lieu, elle n'est autre que sentiment d'existence. Un exemple ultime, peut-être, peut être évoqué par l'existence mélancolique, tout en demeurant de façon caricaturale dans ses pensées ordonnées par les valeurs. Celui se protège de quoi? Il se protège du retour du sentiment d'exister, qui lui pose problème de façon aiguë, à nous soignants d'ailleurs aussi, de façon par notre crainte du passage à l'acte lors de la phase initiale de la mise en place d'un traitement. Comment, sur les urgences, nous sommes vraiment en garde lorsqu'on reçoit quelqu'un qui est mélancolique pendant les premières heures, quand tout d'un coup il va retomber dans le monde un peu des autres. Un retour brutal du sentiment du monde, de ce qu'appelait la phénoménologie la Stimmung, illustre par l'excès de sa certitude résonante des valeurs en trouvant, ou dans de rares cas, en retrouvant l'existence. D'ordinaire, en peine d'une subjectivité propre, le mélancolique ne cesse de s'appeler dans le vide. Moi, si j'avais, dans la recherche d'une ouverture à l'existence, d'une possible issue critique qui lui est barrée, prisonnier d'une existence, être en soi pour autrui, prisonnière de ses valeurs. Mais au fond, vous voyez, on pourrait, selon chaque diagnostic, évoquer ce que je viens de dire. Comme on peut, pour l'existence maniaque, à contrario, imaginer toujours cette nécessité pour lui de devancer l'arrivée de l'événement. Tout juste arriver un petit peu avant, tout le temps. C'est de cette existence, finalement, dont il est bien en peine, une existence fragile, mouvante, fragile, qui ne cesse de nous échapper dans sa manière de se manifester, imprévisible, dans sa manière de se manifester sans espoir d'unité. La crise à envisager comme un véritable appel à l'ouvert, à l'existence. Et finalement, l'intervention de crise, quel que soit ce sur quoi elle porte, c'est considérer la crise comme un appel. À la manière de Kierkegaard, les praticiens de la crise ne se contentent pas de poser des questions et des problèmes, mais au fond, ce qu'on doit être, ces problèmes eux-mêmes, dans cet ordre, que d'aucun homme, et là je pense à d'autres phénoménologues, l'interexistentialité. C'est pour ça que j'avais nommé la conférence Sentinelle d'existence. Merci. Merci. Mais comme d'habitude, je pense que c'est assez dense, beaucoup de choses que tu nous proposes. C'est vrai que ça nécessite de le réécouter quand même, de le revisiter une deuxième fois. Cependant, j'ai essayé de savoir ce qu'il y avait de spécifique à la
la situation ou à la conduite suicidaire. Parce que ce que tu racontes à propos, effectivement, de cette dimension relationnelle, on peut dire, hein, parce qu'effectivement, il s'agit de la rencontre, il s'agit de l'implication, de l'altérité, et ainsi de suite. Et c'est vrai que la majorité des patients, surtout dans la situation actuelle, ont tous des difficultés en termes de conscience subjective que l'on prenne, enfin, en termes d'identité, je parle. Et c'est souvent des gens qui sont effectivement dans cette dimension d'être et de ne pas être en même temps, qui atterrissent en thérapie, qui veulent faire des psychanalyses, et où on retrouve toute cette difficulté de ramener les choses à soi ou d'être concerné par soi-même, comme si au fond il y avait une dimension qui tenait compte de se situer que par rapport aux autres ou d'exister que dans le regard des autres, et que la difficulté venait effectivement de pouvoir avoir ce sentiment d'être bien enraciné dans le sol et de ne pas se poser de questions autour de ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Alors, c'est vrai que j'essaye de récupérer certaines choses de ce que tu as dit. On va dire que on a affaire à ça, nous, en tant que cliniciens ou en tant que thérapeutes, constamment. Mais c'est vrai qu'il y a des situations très particulières qui, elles, vont déboucher sur le suicide. Et c'est là que c'est peut-être une autre question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de particulier précisément dans cette vie relationnelle ou dans ce vide relationnel, hein, parce que le vide relationnel, donc ça c'est quelque chose effectivement dont on se peut s'en rendre compte, mais dans la vie relationnelle, c'est vrai que ça nécessite de ramener les choses à l'histoire, au lien, et finalement à ce qu'il propose au sujet, de savoir ce qui le concerne, ce qui ne le concerne pas, etc., etc. Alors la question que je voulais te poser, c'est quoi ce passage à l'acte en fait, et finalement ça finit par advenir précisément à quel moment de la relation, soit pour le sujet lui-même, soit aussi dans la confrontation avec les médecins, parce qu'il y a beaucoup de suicides qui récidivent, qui répètent, alors qu'il y a plusieurs tentatives de suicide. Enfin, je pense notamment aux psychotiques, hein, qui recommencent et recommencent, et ainsi de suite. J'avais une autre question par rapport à cette référence à la mort aussi, dont tu n'as pas trop parlé. C'est-à-dire en tant que qu'est-ce que ça représente en termes de fantasmatique, en termes de réalité. Mais pour revenir à ma première idée, est-ce qu'il y aurait justement, c'est pour ça que j'ai apporté la question de l'impasse, la question du conflit, cette histoire de chercher à relationner, c'est-à-dire chercher finalement à créer, parce que c'est ça qui fait défaut. C'est sur ces gens qui sont dans cette indistinction d'exister, de ne pas exister, c'est effectivement tout de suite leur permettre, par l'intermédiaire de la relation, d'établir une identification réciproque grâce à cette possibilité de se projeter sur le thérapeute et d'avoir avec lui une sorte de partage et de langage commun. Mais ça, c'est ce qu'on essaie de faire chaque fois pour pouvoir permettre aux patients de se sentir en lien et de raconter ce qu'ils pensent aussi du lien, etc., etc. Et finalement, c'est pas ce qui marche le mieux. C'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui marche le mieux. Voilà. C'est pour ça que je dis, oui, c'est le relationnel qui marche le mieux. Voilà, c'est le relationnel qui marche le mieux. Ça, tu l'as bien dit en citant l'Américain qui lâche le mot en disant si je rencontre quelqu'un, je saute pas. Mais bon, il a réuni. Bon, peut-être qu'il s'est arrangé pour sortir à une heure où il était sûr qu'il n'y aurait personne. Ouais. Mais il n'empêche que, bon, de toutes les façons, l'idée, c'est que souvent les gens, quand ils se suicident, ils sont effectivement dans une impasse, mais l'impasse est volontiers dialectique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mots, il n'y a plus d'échanges. Plus fort. Oui, non, je disais, ils se suicident souvent parce qu'ils sont tombés du train, quoi. Ils ne voient plus rien à dire à personne, quelque part. Ils ont l'impression au moins que... Mais c'est pour ça que renouer un dialogue à travers un accueil, une consultation, une rencontre, c'est un premier pas indispensable. Je pense que le discours est important, j'y pensais, il faudrait vérifier ça s'il y avait un vétérinaire, mais
trouver une issue jusqu'à ce qu'il meure d'épuisement ou de manque de nourriture. Il se pique parce qu'en fait il a cette capacité à retourner donc le venin sur lui, mais c'est un des seuls, enfin moi à ma connaissance, un des seuls animaux qui retourne en fait la mort qui est censée être sur l'autre, sur lui-même. Voilà, en homo-agressivité, ouais. Ouais, in cauda venenum. Après, toute l'idée de la prise en charge de la crise. Parce que, Ouais. en fait, bon, ça, bon, le scorpion, enfin, chez les mammifères, en tout cas, c'est connu. Et l'idée, c'est que quand il n'y a rien à dire, parce qu'il n'y a pas la parole, il n'y a pas besoin de se suicider. C'est-à-dire que ce suicide, le mammifère doit être parole. Donc, quand même, il y a un lien entre la parole et le suicide. On peut sur l'idée. On pourrait même dire qu'il y a un lien entre le par-l'être, le fait d'être parlant, et la souffrance psychique. Oui, oui. Donc, Oui, mais je pense qu'un animal peut souffrir psychiquement. Ah oui, oui. Voilà. c'est peut-être des émotions, mais Oui, c'est ça. psychiquement. La souffrance et une émotion pénible. Mais. C'était quoi ton idée? L'idée, c'est ce qui est évoqué dans Oui. cet exemple. C'est-à-dire le mec, s'il avait rencontré quelqu'un, il Oui. n'aurait pas sauté. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'est pas dit, mais on peut imaginer si j'avais pu rencontrer quelqu'un qui aurait pu me parler ou qui aurait pu parler. Ça, c'est-à-dire, là, d'ailleurs, tout ce qu'évoque Frédéric au début, c'est on va dire, de mettre des mots sur un geste. C'est-à-dire, ça peut être aussi simple que leur écrire, que leur demander d'appeler. Enfin bref, il y a un discours. Quoi. Parce qu'il y a des mots, il y a quelque chose. On ne reste pas dans. T'es pas tout seul. C'est ça l'affaire. On n'est pas tout seul, mais comment dire, si tu envoies une carte postale où il n'y a rien d'écrit dessus, le gars il sent qu'on a pensé à lui, mais C'est sûr. Les mots de la salle. C'est pour ça que les Anglais ils ont dit bon, les Australiens ils sont gentils, mais la carte postale, c'est qu'une image. C'est ça, c'est que je pense que évidemment, si on élimine toute la pharmacologie antidépressive, anxiolytique qu'on peut déployer, la suicidaire, si tu veux, il reste quand même que quand il vient en soins, on lui parle et il a une espèce de parole. Oui. Il faudrait faire des études, si on était dans un pays assez totalitaire, sur un groupe de patients suicidants qu'on met sous perfusion d'antidépresseurs sans rien lui dire jamais, et puis un autre où on lui parle en même temps. Je ne suis pas sûr qu'il y aurait les mêmes résultats. Oui, voilà, Le discours, c'est important, parce que ça va le rattacher en termes d'existence. Absolument. Ça peut... C'est pour ça que là, on parle de la relation, mais encore faut-il conceptualiser la relation. Parce qu'il suffit que tu le rencontres sur le pont, mais que rien ne se passait, parce qu'il peut exister des relations sans relation. Oui, mais ça... non, mais voilà. J'ai aussi seul que dans une foule, il paraît. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que la relation, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut tenter de conceptualiser et considérer la relation, non pas comme si elle était dépendante des termes en relation, mais de la nature même de la relation. C'est-à-dire, voilà, de ce qui va faire, et ce qui va faire les termes de la relation, d'ailleurs. Alors, c'est pour ça que c'est pas évident, parce que il y a parfois des personnes avec lesquelles cette relation existe. On va vous dire, dans la famille, on a toujours été, toujours su, pourtant on n'a pas vu, et ainsi de suite. Mais quand tu fouilles un peu plus, il n'y a pas de relation. Mais il n'y a pas quoi, surtout dans la relation aux affects. La relation, la plupart du temps, affective. La relation d'être aimé, d'être reconnu. Après, alors, il faudrait... après, ce qui a changé aussi, c'est que, là c'était un propos très particulier, mais tout le travail qui a été mis en place, c'est vraiment de pouvoir se repérer pour chaque clinicien en face d'un suicidaire où il est par rapport à son suicide. Et il y a des grilles pour ça. Oui, ça c'est important. Mais vraiment, ça c'est important. Oui, c'est-à-dire, ça, c'est important. Qui a eu
Ah, ouais. Oui, ouais. c'est important et je pense C'est-à-dire- que c'est indispensable. Oui, oui. Et là-dessus, bon, j'ai pas du tout insisté parce que c'est vraiment Oui. le b.a.-ba actuellement de la crise suicidaire, avec d'un côté des facteurs de risque qui sont toujours les mêmes, qui sont le résultat des autopsies psychologiques. Être un homme, pas un suicide d'homme, un suicide de femme, oui, c'est des choses. Avoir déjà fait une tentative de suicide. Les sujets âgés. Les sujets âgés, enfin voilà, il y a tout plein de choses déjà pour camper le personnage, Oui. et finalement il n'y a que 10% de personnes qui se suicident sur lesquelles on nomme un désespoir, mais que 10%. Ah oui, Ouais. un désespoir. désespoir. C'est vraiment peu. Voilà. Sinon tout le reste, il y a un diagnostic, et bien sûr le plus fréquent c'est la dépression, Le plus 70%, fréquent, c'est le plus fréquent. la dépression. La dépression. Mais bon, ça reste très mécanique, c'est toutes les études qui sont faites pendant des années et tout ça. Et puis après, l'autre partie de l'appréhension de la crise suicidaire, ça va être le comment de la crise suicidaire. C'est-à-dire, comment on commence à entrer dans ces idées de suicide, et puis ce que ça va devenir. Alors, chez une personne qui n'a pas forcément un diagnostic, je mets de côté la dépression, mais qui est déjà peut-être avec une pathologie lourde dont on sait qu'il y a de fortes chances, parce que les études le prouvent, qu'il va y avoir peut-être un suicide. Et donc déjà, pour le clinicien, c'est déjà savoir qu'un patient qui est schizophrène, un patient qui est mélancolique, d'emblée, on sait qu'il part de beaucoup plus haut et de beaucoup plus proche par rapport au suicide. Voilà. Donc il y a toute cette classification très détaillée qui a été mise en place par toutes ces années de travail. Et après, il y a aussi tout un travail sur le fait que la crise suicidaire aussi, ça atteint la perception. Et que finalement, on se retrouve avec des personnes qui vont commencer dans leurs activités à prendre des décisions tout à fait particulières. Tu parlais de cette personne qui, au fond, se suicide et puis tout le monde dit mais on n'a rien vu. Hein. Mais on n'a rien vu aussi parce qu'elle a un comportement très particulier, qu'elle masque, et ainsi de suite. Il y a un moment où elle va peut-être être soulagée parce qu'on va lui tendre la main, et à un autre moment, non, elle a tout mis en place comme stratégie de manière à arriver à ses fins. Mais il y a plein d'indices chez le clinicien qui peuvent permettre de savoir où se situe sur cette courbe, parce que bien sûr on est dans des choses très pragmatiques, sur une courbe suicidaire, et de se dire tiens, le patient il est là en ce moment, s'il me raconte ça, la manière dont il est. En général, quand la pathologie n'est pas là, on part tous de notre état d'équilibre, on va dire, et puis des personnes plus vulnérables vont partir à un niveau où déjà ça ne va pas. Mais il y a aussi une attention, et ça a été dans les nouvelles formations, sur l'idée que des personnes aussi peuvent partir de zéro à partir du psychotrauma, comme on le voit, psychotrauma extrêmement grave. Je ne sais pas, quelqu'un qui perd son enfant devant lui, il sort de l'école, il peut tout à fait passer à l'acte. Et là, on n'est pas dans les diagnostics, on n'est pas, vous voyez, on n'est pas dans une courbe, etc. Hein. Mais aussi, il y a eu une attention plus particulière sur le social, sur tout ce qui peut accompagner la pathologie ou non. Oui. Et ça, et avec un détail, si vous voulez, où Monique Seguin demande que vraiment on aille fouiller un peu les antécédents au niveau distal, au niveau proximal. Et il y a plein de grilles, si vous voulez, et ça consiste, ça, à toutes les formations qu'on fait faire actuellement pour former la plupart des personnes à la dimension du suicide, où c'est très détaillé. Ça reste très mécanique, mais n'empêche qu'il y a derrière, on va dire, tout le soubassement statistique qui a permis de dire tel symptôme, c'est ça. De dire 70% des suicides, c'est la dépression, actuellement dans le monde. Non traité. La plupart du temps. C'est pas toujours le cas. Justement, la question que je posais là dans mon introduction, est-ce que la phénoménologie
oui, peut avoir un point de vue précisément sur... J'ai cité Stefan Zweig. Ouais. Hein, par exemple, ces gens qui sont proches du génie, une espèce de lucidité, qui ont une vie justement des plus rangées, des plus bourgeoises, des plus chouchoutées, etc. Et évidemment qui finissent par décider de convoquer la mort, de mettre fin à leur vie au nom de cette cause humaniste, ou enfin comme lui, en tout cas c'était le cas, hein, il avait découvert la Shoah et il a dit je ne mérite pas d'être un humain ou de faire partie de l'humanité, et ainsi de suite. Comment on explique ça? Enfin, qu'est-ce que ce serait ça? Parce que, au fond, alors je connais pas bien l'histoire de Zweig. Tu sais, il y a tu beaucoup vois, de gens comme ça qui voilà. décident de Mais mourir. c'est vrai que pour avoir travaillé, par exemple, Oui, il s'est suicidé Il s'est suicidé en Argentine. Oui. avec sa femme. Il oui, s'est mais suicidé en plus. que finalement s'occuper d'un patient suicidaire, même un patient célèbre, c'est refaire tout ce que je viens de vous dire. Et je travaillais sur Nicolas de Staël, vous l'avez compris. Bon, parce que Nicolas de Staël, d'emblée, il y a des psychotraumas extrêmement graves. Il y a des choses extrêmement dures. Il va perdre beaucoup de monde autour de lui. Il y a un problème d'humeur qui est là. Voilà, donc si on... Hemingway, c'est la même chose. Hemingway, les choses sont là. Son père s'est suicidé. Donc tout ça, c'est autant d'éléments qui entrent dans la possibilité d'un suicide. Parce que qu'est-ce qu'on fait lorsque quelqu'un autour de nous s'est suicidé dans la famille? On se lève contre, on va faire pareil. Enfin, c'est toujours les mêmes histoires. Mais tout ça, à la méthode un peu canadienne, c'est un facteur. Ça s'ajoute, et ainsi de suite. Et donc l'idée, c'est de former la plupart des personnes, aussi un peu les sentinelles, à ce que d'emblée elles soient attentives, qu'au fond, le suicide n'est pas un mystère. Chaque fois, on va retrouver les choses, si vraiment on se donne le temps. Alors, il y en a des fois qui sont mystérieux, et peut-être parce qu'on est dans ces 10%, et puis c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Mais dans la plupart des cas, hélas, c'est la brutale réalité. Quoi. Terrible. Moi, je trouvais ça très intéressant, et ça a fait écho avec un patient avec lequel je commence à travailler, qui a fait une tentative de suicide, et qui nomme son coup de tête. Donc je trouvais ça intéressant parce que bon, j'avais toujours pendant votre exposé en tête, et je trouvais que voilà, cette idée de coup de tête, de mettre un coup de tête à la fois au monde dans lequel il s'est enfermé, à l'homme qui n'arrive pas à devenir autre que ce qu'il propose. Voilà, je trouvais que à ce passage à l'acte, qui est aussi un appel évidemment parce qu'il a envoyé un message à sa fille, qui a fait ce qu'il fallait pour que les pompiers interviennent. Et ça l'a aussi, en fait, remis dans une position de lien social qui n'arrivait pas sur lequel il ne pouvait pas mettre de mots et d'être en demande, et que personne n'avait entendu, évidemment. Donc finalement, effectivement, ce coup de tête l'a remis dans un cercle. Et ça, voilà, je voulais juste... je trouvais ce signifiant assez intéressant, le coup de tête, pour un peu passer dans... Voilà, comme vous disiez... créer des ouvertures. Et c'est peut-être, parfois, ça peut être pour certaines personnes des solutions. Oui, parce que c'est forcément... Je faisais allusion justement à la perception qui est dissociée de la projection dans l'idée de ce suicide, je dirais ce passage à l'acte. Il est vrai que c'est une manière aussi, cette dissociation, de couper la tête du corps. Voilà. Donc, de ne pas pouvoir avoir les émotions qui sont censées relier la tête et le corps, parce que les émotions, ça engage la tête et le corps en même temps. Il y a peut-être quelque chose aussi là d'une coupure, comme si signifiait une espèce de coupure. Voilà. Alors oui, bien sûr, parce que là, je pense qu'on est sur un versant psychotique et schizophrène. Chez le patient. Ouais. Donc il y a vraiment ce rapport aussi au corps qui est très énigmatique. Et c'est un appel aussi, le coup de tête. C'est un appel, le coup de tête. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. On l'entend souvent, ça l'appelle à l'aide, l'appel à la vie,
Mais c'est vrai que je trouve que la façon dont vous l'avez déployé était très éclairante. Oui. En fait, le principe de précaution a été gravé dans le marbre. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il ne faut pas mourir maintenant. Alors, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il faut rouler doucement, etc. etc. Donc, par rapport à une époque où la mort était, on va dire, beaucoup mieux acceptée, ou au moins la prise de risque éventuellement létale, maintenant, au contraire, c'est la société du care. Oui. Et ça, il y a un glissement, au moins, c'est peut-être pas un hasard, dans les sociétés judéo-chrétiennes, c'est qu'on est passé d'un interdit de tuer, tu ne tueras point, c'est, je sais pas, quel numéro du commandement, Oui, oui. tu ne mourras point. C'est le premier, je crois. Et ça, c'est complètement fou furieux. Pourquoi? Parce que moi j'ai eu à connaître quelqu'un qui refusait qui avait une vie très étriquée à cet égard. Je ne bois pas, je ne fume pas, je roule doucement, tout machin. Je dis, ah, mais qu'est-ce que c'est que la roue, hein? Non, je dis, pourquoi tu fais? Ah, ben, monsieur comprend, moi, je ne veux pas me mettre en danger. Oui, mais je veux dire, mais le problème que tu as, c'est qu'à continuer à faire comme ça, tu dis que tu ne veux pas mourir, etc. Mais le problème, c'est qu'entre ta vie et ta mort, tu ne verras plus la différence. C'est ça le problème. Oui, oui. Et ça, c'est un vrai problème. En plus, cette histoire de suicide, la peur de la mort, moi je trouve que c'est un peu délirant cette histoire pour deux raisons. La première raison, c'est que dans la mesure où on est mortel, se suicider, ça ne sert à rien. Il suffit d'avoir de la patience. C'est tout seul qui essaie d'emmerder. Tu vas avoir à risquer de sortir paralysé, de défenestration, et compétition d'une. Et de deux, l'histoire de la peur de la mort, c'est débile, parce que c'est au contraire extrêmement rassurant, la mort. Dans la mesure où c'est la seule certitude qu'on ait. C'est-à-dire, tu peux douter de tout. Là, on va partir, on n'est pas sûr de rentrer à la maison. Hein. On peut avoir un accident, un infarctus, une agression, etc. On est sûr de rien, sauf que mourir, on est sûr. Et quand ça étonne, je dis, mais de toute façon, je veux dire pourquoi c'est rassurant cette histoire. C'est que si à contrario, on n'est pas sûr de mourir, alors là, il y a un gros problème. Parce que si on n'est pas sûr de mourir, ça veut dire qu'on peut ne pas mourir. C'est mélancolique. Donc, on se dit, mais on meurt ou on ne meurt pas? Alors c'est là que l'angoisse arrive. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, putain, je meurs ou je ne meurs pas, tu vois. Alors supposons que tu es dans la catégorie où tu meurs. Alors tu n'es pas content parce que celui à côté, lui, il est dans la catégorie qui ne meurt pas. Alors, là, tu regardes, lui, il va mourir, pas moi, ta vie, ça devient un enfer. Et si tu es dans la catégorie où tu es sûr que tu ne meurs pas, tu vieillis, putain, tu ne vois plus, tu ne manges plus, machin, je vais dire, putain, mais quand c'est que ça va s'arrêter, quoi. Tu vois, tu vois, si c'est pour avoir l'éternité à se chier dessus dans un EHPAD, c'est vraiment beaucoup plus angoissant que de mourir. Donc, dans tous les cas, si tu n'as pas cette certitude de la mort, tu ne peux déboucher que sur des trucs horribles. Parce que tout le monde a envie d'être éternel à 30 ans, hein. Mais il y a un moment où l'éternité va commencer à être longue. Hein. Tu as les douleurs de partout, tu vois. Et c'est pour ça que si tu fais un raisonnement complètement logique, tu t'aperçois que cette histoire de peur de la mort, ça tient pas debout. La vraie peur ou la vraie angoisse, en fait, c'est une castration, il n'y en a pas d'autre. Parce que ça, on peut se la représenter, tu vois. Il y a l'imaginaire, et puis il y a des blessés, il y a des opérés, il y a des là, tu vois. Qu'est-ce qui fait que lui, il accepte la mort? Voir qu'il la provoque. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il accepte la mort. Ce qu'il faut, c'est que ça change. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Oui, avant tout. Il faut que cette souffrance s'arrête. C'est ça. Donc tu penses que c'est pas le problème de la mort. Sinon, en termes de finitude, la finitude d'une souffrance, j'entends. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est, de toute façon, ou c'est une solution, mais qui n'est pas la bonne, ou c'est que depuis toujours, il n'y avait même pas la question de la solution. C'est-à-dire, ce que tu disais, c'est le mort-vivant. Voilà. Voilà. Non, mais Ok, bon.
beaucoup de choses à dire sur la mort. Je trouve que la discussion là, que tu introduis, Gérard, elle me fait penser à la question qui est de plus en plus d'actualité sur l'euthanasie. C'est-à-dire à quel moment on dit que la vie vaut le coup de continuer à être vécue et à quel moment elle ne vaut plus le coup. Est-ce qu'on peut normaliser ce qui fait que je suis vivant et ça vaut le coup ou pas, et voilà, je trouve que toutes ces questions se posent. Ce qui est